Salut copain. Salut. Hello, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Grave. Pour ce troisième épisode. Troisième épisode du Pitch. Pitch. Donc aujourd'hui, on traite du film The Road, La Route. Waouh. Alors un film écrit par Joe Penhall et réalisé par lui, et réalisé par John Hillcoat, voilà, dont on va vous parler. Mais d'abord, il va falloir le visionner. Alors je vous propose, messieurs, qu'on parte chacun de notre côté, qu'on aille le regarder, et puis qu'on se retrouve très bientôt pour en parler. Bah très vite alors. Ok. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie? Dans le monde, pas beaucoup. Tiens, c'est bon pour toi. On ne survivra pas à un autre hiver ici. Il faut descendre vers le sud, rejoindre la côte. Et nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour parler de La Route. Donc ce film de John Hillcoat, avec un petit accent, qui nous John amène... Colin Manteau, en fait. Oui, j'ai envie de tout dire. à fait. Qui nous amène sur les routes des États-Unis dans un monde post-apocalyptique assez désastreux. Alors, messieurs, est-ce que vous avez eu le temps de la regarder? Eh ben oui, on a eu le temps de la regarder. Et toi? Alors, j'ai même lu le bouquin. Ah, Ok, il y a du level. Le mec va nous enterrer, quoi. voilà, gros level. Trop cool. Donc effectivement, c'est un livre et un Et film. livre, donc, écrit par qui Alors, le livre, je vais vous le présenter. C'est- C'est de Cormac McCarthy. En 2006. hein. 2007, non? Enfin, oui, 2006. En tout cas, il a eu le prix Pulitzer, le monsieur, en Ouais. 2007, comme c'est inscrit sur la couverture. je me rappelle plus, mais. Peu Ouais, ça doit importe. être ça, mais oui, bon, évidemment, du coup, le livre a été écrit Et avant le film. donc rapidement, est-ce que est-ce que le film vaut le livre? Alors, j'ai réfléchi à cette question parce que, effectivement, enfin, surtout à la réponse, puisque je savais qu'on allait La la poser. Mais en fait, ça fait du coup, ça peut être hyper cliché de dire j'ai préféré le film au bouquin, mais j'ai préféré le film au bouquin, c'est sûr. Non, mais vraiment. Mais justement, C'est bien, t'es honnête. non, mais c'est vrai. Mais pour différentes raisons aussi. Hein, si vous voulez, je vais d'abord. Alors, juste, donc l'auteur, c'est aussi l'auteur de Oui. No Country for Old Men, Ah oui, donc... Oui, qui c'est a un- été adapté un au film. cinéma par les frères Cohen, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je savais pas que c'était un bouquin, mais effectivement. qui a aussi un énorme succès. Cinéma, Le donc. film, pour le coup, était vraiment, vraiment très cool. Alors peut-être que je peux rapidement te faire un pitch du film d'abord, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, et je te laisserai enchaîner à moins que tu aies une pensée. Alors, moi, je suis chaud pour que tu nous le pitches. Et par contre, je suis aussi chaud pour que vous m'expliquiez avant, en tout cas, votre ressenti général, peut-être d'abord, dans un premier temps, mais sur le film. Alors, pitch d'abord. Corentin. Alors, petit pitch. Donc, il y a maintenant plus de 10 ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ceux qui ont survécu ne se souviennent que d'un gigantesque éclair aveuglant. Et puis, plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture. Les derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendres qui n'est plus l'ombre de ce qu'il fut. C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent en poussant devant eux un caddie rempli d'objets hétéroclites. Donc c'est le peu qu'ils ont pu récupérer et qu'ils doivent protéger. Ils sont sur leur garde, le danger guette et l'humanité est retournée à la barbarie. Et donc ils vont traverser les États-Unis pour aller vers le sud. Et de nombreux dangers les attendent. Enfin, on passe de la famine, de la faim jusqu'au cannibalisme et au danger humain. Voilà. Mm. Donc c'est cette aventure d'un homme et de son fils qui essayent de survivre dans un monde qui meurt en fait, puisque les arbres meurent, le sol n'est plus fertile, les Ouais. animaux sont morts, tout est gris. Voilà. Alors, par contre, c'était super bien pitché, puisque tu as laissé entreparaître cet état contemplatif qui existe, en tout cas dans le bouquin et aussi dans le film. Alors je t'en prie, Damien, peut-être. Eh ton ben, ressenti. ouais, alors moi, mon ressenti, ce qui frappe tout d'abord, c'est vraiment l'image, moi je trouve. D'ailleurs, l'affiche est assez parlante là-dessus. C'est 50 nuances degrés. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est vraiment tout est gris, tout est pluvieux, tout est Poussiéreux. tout est poussiéreux. Ouais, c'est ça. Il y a des Désaturé, ouais. particules. On sent que l'image, il y a du grain à l'intérieur de l'image. Ouais, voilà. Et donc, je trouve que l'ambiance est vraiment très, 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 très bien réussie pour un film post-apocalyptique. C'est un film qui tient sur finalement peu de choses. Oui. Parce que les personnages principaux, il y en a deux. Il y a le père qui est joué par Viggo Mortensen et le fils qui est joué par un jeune homme qui s'appelle Cody. Oui, alors il me semble. Oui, il me semble qu'il s'appelle Cody, effectivement. J'ai pas son nom. Hein. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce tandem-là qu'on va suivre pendant tout le film, quasiment presque 2 heures de film. Et
Et voilà, c'est comme tu le disais, Nicolas, assez contemplatif. Il y a énormément de plans larges, il y a énormément de... Presque comme si le réalisateur avait voulu mettre de la poésie en fait, dans ce monde chaotique où les arbres tombent, où les secousses surviennent comme ça à l'improviste et sèment le chaos. Il y a beaucoup de feu aussi, parce que tout brûle en fait, tout est calciné, quoi, tout est mort. Et il y a du coup dans l'image un vrai contraste entre le monde gris, apocalyptique, et puis les flashbacks en couleur, beaucoup plus remplis de vie, où on voit en fait la vie de famille avant que la catastrophe ne survienne, avec la maman qui est jouée par Charlize Theron, qui forme la cellule familiale, quoi, qui tenait debout avant que tout parte à volo, quoi. Mais d'ailleurs, du coup, tu parlais du feu, tu parlais de la terre. C'est vrai qu'il y a aussi présence de l'eau. Oui, on a tous les éléments, effectivement. Ouais. Bah, Je viens de capter du coup. Et l'eau qui représente un certain espoir, puisque donc, dans ce film, on va suivre le père et son fils qui vont vers la côte. On se dit, bon, vous allez vers la côte, c'est, je pense, une bonne stratégie. Mais vu que tout est mort, on s'attend à voir de l'eau, on s'attend à voir du bleu. Et en fait, tout est plein de buée, tout est... Et il n'y a même pas d'espoir là, c'est une frontière finalement qu'on ne peut pas franchir là-dessus. C'est vraiment ce qui caractérise ce film. Il y a des moments stressants, il y a des moments d'anxiété, mais c'est vraiment ce mal-être, je trouve, Enfin, il n'y a plus d'espoir, mais il n'y a plus non plus de raison de se battre en tant qu'humain, quoi. Parce qu'on ne croise pas tellement de monde, et les peu de personnes qu'on croise dans le film sont des cannibales. C'est pas des cannibaux. Et il y a des séquences horribles et sanglantes dont on pourra parler dans ce film, mais c'est vraiment c'est un vide qui est rempli de quelque chose de malsain, mais le film reste très... Et puis la mort est vraiment omniprésente, quoi. Oui. Parce que il y a une scène assez dingue, au bout d'en plus une petite demi-heure seulement de film, où le père en fait a un pistolet, quoi, et où il apprend à son fils à se tuer si jamais les choses dégénèrent, quoi. Donc il lui dit voilà, tu prends le flingue, tu l'armes comme ça, tu le mets dans ta bouche, tu l'inclines comme ça et tu presses sa détente, quoi. Et la mort est préférable. Et voilà, c'est ça, la mort est présente et elle est presque le salut quand on voit ce qui va leur tomber dessus, quoi. Parce que finalement, on l'a peut-être pas assez précisé, mais vraiment dans ce film, on n'est pas sur une situation où, contrairement à l'épisode précédent qu'on a fait dans notre podcast, où dans l'effondrement, on a quand même une société qui reste, enfin, des bouts de société qui restent par-ci par-là et qui s'organisent. Là, il y a vraiment presque plus d'humains, il y a plus d'animaux. Il y a quelques insectes qu'on les voit manger de temps à autre, mais la nourriture n'existe plus, on peut pas faire pousser de choses. Ils sont vraiment seuls. À part pour... je pense qu'il doit rester 1% de la population. C'est vraiment... C'est vrai que là, pour le coup, contrairement à l'effondrement, on ne sait pas forcément d'ailleurs ce qui s'est passé, mais ça fait plusieurs années, quoi, là, pour le coup. Ça fait 10 ans, déjà. Ouais. Mais, ça fait déjà plus de 10 ans, ouais. Après, il y a un truc, moi, du coup, je venais de finir le bouquin, mais... attention, spoil, hein, je me permets à nouveau. Oui, là, mais je pense que... c'est un préalable. Par rapport à la vie de famille dont tu parlais, donc du coup, quand il y avait encore la mère, on apprend qu'elle s'est suicidée, c'est le cas aussi dans le bouquin. Cependant, quand j'ai lu le bouquin, j'ai eu l'impression que la mère s'est suicidée vachement plus rapidement après l'effondrement que dans le film où en fait, du coup, on les voit alors que limite le gamin, il a le même âge entre les flashbacks et le moment. C'est à peine quelques années avant, quoi. Ouais. Alors que du coup, dans le bouquin, il y avait du coup tout de suite la dimension père-fils, elle est encore plus importante, je trouve. On questionne aussi la moralité de la survie, dans le sens où et notre vie, est-ce qu'elle vaut plus que celle de quelqu'un d'autre, et jusqu'où on va pour survivre. Et c'est même pas dans le sens de piquer, c'est même pas dans le sens de se battre finalement, c'est plus dans le sens de la nourriture, des vêtements, parce que aussi le monde est froid, puisqu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de chaleur. Et le soleil ne passe plus. Voilà, le soleil ne passe plus. Donc il fait très froid tout le film. Ils sont en train de vraiment d'être frigorifiés. Ils sont en gros manteau. Et jusqu'où on va pour aider les gens et jusqu'où on va pour s'aider soi-même. Notamment, je pense à cette séquence qui arrive plutôt à la fin du film où il se fait piquer. Donc les deux personnages principaux se font piquer leurs affaires pendant qu'ils sont sur la plage. Et ils rattrapent donc le voleur et ils le laissent nu. Mais nu, ils prennent tous ses vêtements, ils prennent ses chaussures.
ils prennent tout, alors que ce sont, on le dit tout le film, est-ce qu'on est les gentils? L'enfant demande, est-ce qu'on est les The gentils? good guys, ouais. Et est-ce qu'on est vraiment les gentils si on laisse l'homme nu, même si derrière ils vont lui rapporter ses affaires? Peu importe, il est peut-être déjà mort en fait. Mais finalement, il n'y a pas de... La survie, enfin, c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais. C'est juste, on est réduit à l'état d'animaux, quoi. De réflexes, quoi. C'est des réflexes, effectivement, et jusqu'à manger. Donc, il y a des cannibaux. On a des cannibaux dans ce film, avec une séquence assez horrifiante du garde-manger. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, moi, j'ai hâte, du coup, de voir ce que vous en avez pensé, parce que... J'en ai pensé beaucoup aussi. Ouais, moi ça m'a. On a tous pensé. Hein. Elle est assez choquante, quoi. En fait, on peut la décrire. Donc les personnages arrivent dans une maison bourgeoise. Ouais, en espérant trouver. De quoi survivre, en fait, parce que c'est la quête de survie tout le temps, en fait. Il n'y a pas de projet, quoi. Le projet, c'est juste de tenir jusqu'au lendemain. Et donc là, ils déboulent dans une maison où tout a l'air assez clean. Donc bon, ils montent, puis à un moment, ils voient une trappe dans le sol. Ils sont encore au rez-de-chaussée à ce moment-là. Ils sont encore au rez-de-chaussée, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ils rentrent dans cette trappe et ils tombent sur des corps décharnés, sur un truc qui moi personnellement m'a fait vachement penser en termes d'imagerie au corps des Juifs en fait durant l'époque des camps, quoi. Un abattoir complètement. Un abattoir, ouais, c'est ça. Et donc les gens sont semi-morts, encore un peu en vie. Il y en a qui ont plus de force que d'autres. Donc il y a tout un râle, quoi. Et puis on essaie de les attirer, on essaie de demander leur aide et tout ça. Et on a des membres coupés aussi parce que tout bon cannibale sait qu'il faut pas tuer sa proie directement parce que sinon la viande n'est plus bonne. Derrière, il faut la conserver. Tu fais peur un peu quand même du coup. Non mais et donc du coup on a aussi des gens qui sont amputés, qui peuvent plus bouger mais qui sont encore vivants. C'est horrible. C'est affreux. Ouais. C'est affreux et effectivement derrière ils essaient de s'échapper et eux aussi ce garde-manger c'est vivre finalement humain. Et ça il y a aussi de s'échapper par cette trappe et c'est ce qui va produire une version finalement. Mais cette séquence là moi elle m'a fait beaucoup penser, donc forcément on a toujours un peu les mêmes références dans les dernières années, mais notamment un jeu vidéo qui a été fait sur le comics The Walking Dead par Telltale, qui est le développeur. Et donc, il y a une séquence qui apparaît dans les comics, qui apparaît, mais de façon différente, avec des cannibales, où ils les invitent à manger, et ils sont pas au courant qu'ils vont manger, en fait, l'un de leurs potes qui a disparu. Et donc, on les empêche ou pas, hein, ça dépend des choix dans la série. Et ça m'a rappelé beaucoup ce truc-là, parce que c'est encore un peu plus vicieux, dans le sens où ils sont sympas. Et là, dans cette série, en l'occurrence, les cannibales sont quand même... C'est des gangs, c'est des mafias, quoi. Ils se font pas confiance entre eux, finalement. On les voit, ils ont toujours un coup d'œil derrière. Et on a cette séquence assez horrible aussi, où on les entend à l'intérieur de la maison, ils sont déjà ressortis, en train de découper des gens, et jusqu'où on peut aller pour survivre, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, cette séquence-là, dans le bouquin... En fait, faut savoir un truc, c'est que le bouquin, il est quand même très très long. Très très long. Très lent. Hyper contemplatif, et du coup, tous les moments un petit peu horreur, un petit peu dérangeantes, etc., comme la séquence dont on parle là, elles sont d'autant plus violentes, et en fait, à chaque fois qu'ils sont... Parce que la plupart du temps, dans le bouquin, c'est la recherche de nourriture, et tu sens qu'ils galèrent. Dans le film, j'ai moins senti cette difficulté. J'ai l'impression qu'ils étaient quand même globalement en forme par rapport à ce qu'ils mangent, quoi. Alors que dans le bouquin, vraiment, tu sens c'est compliqué. Mais après, c'est normal aussi que dans un film, on doive aussi y aller, quoi. Voilà, non, mais voilà, mais c'est vrai que du coup, dans le bouquin, tu as cette tension. En fait, tu sais que là, ils sont en train de galérer, c'est calme, c'est limite contemplatif, notamment quand ils sont près de la plage, c'est très beau. Mais tu sais qu'à un moment donné, c'est reparti, quoi. Il va encore se passer un truc d'horrible. Et c'est vrai qu'en lisant le bouquin, moi, quand ils arrivent dans la maison, je me dis cool, ils vont trouver à manger. Ouais, t'as envie que tout aille mieux, qu'il y ait un peu d'espoir, quoi. C'est ça, et du tout au tout, en plus, il a vraiment une écriture particulière, hein. Des fois, c'est des phrases très courtes, hein. Des fois, t'as pas de verbe, ce genre de choses, c'est la porte, point. Tu vois. Et en fait, j'étais limite surpris qu'ils trouvent ça là-dedans, quoi, et c'était horrible. Donc, c'est surpris aussi c'est aussi surprenant dans le livre que dans le film, quoi. Parce que la séquence, elle arrive, elle est très choquante et brutale, quoi. Moi je l'ai vu un petit peu arriver quand même, parce que c'est la seule maison qu'on nous présente en bon état, entre guillemets, au milieu d'un peu rien, et on sait qu'il y a des cannibales puisqu'ils se font chasser par un
un espèce de Ouais. gang avant une mafia. Mais je sais pas, il y a un truc par rapport à cette. Ouais, tu le sentais pas. Ouais. Je le sentais pas venir. Ah si, le Mais tas de quand même. chaussures. Le tas de chaussures. Le tas de chaussures à l'entrée de la donnée, Mm. forcément. Mm. Mais quand on a regardé un peu de choses avant, on a les codes Ouais. de ce truc-là. Même si le film joue beaucoup avec ces codes-là, puisqu'on s'attend à beaucoup plus de castagne, quoi, de bagarre. Hein, Mm. et finalement, enfin, c'est de la violence, mais qui est tellement banalisée dans le film. Enfin, c'est choquant pour les personnages, mais enfin, ça va pas les marquer à vie. De toute façon, il faut continuer à avancer. Vers quoi, on ne sait pas. Mm. Vers quoi ils avancent. On sait pas beaucoup de choses, en fait, dans ce film. Ouais, c'est sûr, mais moi j'y ai été totalement sensible puisque j'adore le post-apo, comme j'ai déjà pu vous le dire, et en même temps, justement, dans les jeux auxquels j'ai joué, ce genre de choses, etc., c'est vrai que tu as l'impression de devoir tout le temps être en mouvement, d'avancer, mais sans trop savoir vers quoi. Et du coup, dans ce film-là, on a vraiment ça. Et en plus, il y a ce côté contemplatif qui est jubilatoire, en fait, presque. Et en fait, je sais pas ce que j'ai en vrai, hein, mais avec les réseaux électriques, tu sais, j'adore ça, notamment quand il y a les couchers de soleil, je trouve ça vraiment trop stylé. Les passions cheloues de Nicolas. Non, ouais, je trouve ça très beau. Nicolas et ses J'ai fantasmes. envie de les suivre, quoi. J'ai envie de les suivre et qui m'amènent justement, je ne sais où, mais je sais qu'au bout, ça va être génial et ça se trouve pas du tout. Et, Ouais, alors mais je vais rester dans le coin, vous Ouais, inquiétez là, pas. limite. Et en fait, du coup, dans ce film-là, bah, justement, il y a des très beaux plans avec des fils électriques. Et j'étais content. Ok, d'accord. Donc voilà. Ça marche. Mm. Et ben peut-être qu'il y a d'autres gens qui partagent cette passion pour les fils électriques. On peut peut-être commencer un Ils forum. peuvent se faire signaler auprès de Nicolas, Voilà. qui cherche ou d'un Une docteur. communauté. un ou une âme sœur, un groupe d'intérêt, Ouais. un lobby. Non, mais Peut-être faire c'est- une Les gars, association. je suis vraiment désolé, il va falloir que j'y aille. Donc voilà, les aléas du direct, je vais vous abandonner. Non, pas de problème. Mais juste avant, je voulais vous parler un peu juste de mon petit ressenti par rapport au ouais, film. bah ouais, du coup. Et je trouvais que c'est un film qui est vraiment qui esthétise beaucoup et qui du coup pour moi se place pas dans le réalisme. On n'est pas dans le réalisme du tout. Pas du tout. Au contraire de la série dont on a parlé dans l'épisode précédent du podcast qui s'appelle L'Effondrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, une série Canal. Où là, on est vraiment dans le réalisme le plus brut, le plus absolu, où en fait l'effondrement arrive et en fait on sait pourquoi, on sait ce qui se casse la gueule, on sait comment ça arrive, on comprend tout. Là, justement, on fait le choix dès le départ de nous dire que, tu l'as très bien dit, Corentin, dans le pitch de départ, le monde, d'un coup, par une opération un petit peu venue de nulle part, avec un flash blanc dont personne ne se souvient vraiment, a commencé à dépérir. Et du coup, ça donne le ton. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la recherche des causes, on n'est pas dans l'explication, on n'est pas dans le truc de la relation de cause à effet. On est dans, boum, on nous parachute dans un monde super esthétisé, post-apocalyptique, mais en même temps très beau, avec des très beaux plans et tout ça. Et du coup, moi, je pense que ça m'a peut-être un petit peu moins touché que l'autre, dans le sens où je trouvais ça un peu moins concret, quoi. Et je trouvais que ça ressemblait peut-être à d'autres films sur une vision de l'avenir. Plus abordable. Ouais, voilà, Plus- plus abordable. Mais je l'ai trouvé quand même très beau visuellement et je le Ouais. conseille vivement à tous ceux qui sont amateurs en fait de ce genre de film et qui cherchent en plus d'un petit frisson, parce qu'il y a quand même des petits voilà, une petite tension latente dans le film, du bon jeu d'acteur et puis des très beaux plans, quoi. Ok. Sur ce, Merci. je m'évanouis dans un jet de fumée. Et je vous souhaite un très bon podcast. Et nous voici de retour, donc après cette brève ellipse. Ouais. Brève ellipse dans laquelle Damien s'est éclipsé. Pour discuter de La Route. Je pense que si ça fait 20 minutes que vous écoutez l'épisode, vous vous souvenez qu'on parlait de ça. Surtout qu'il y a des cuts. Merci. Mais tu as raison, Corentin, nous parlons de La Route. Incroyable. Ouais. Alors, pour reprendre, on parlait, donc Damien nous a donné son ressenti sur le film. Moi, j'ai une question assez particulière à te demander, Nicolas. Je À t'écoute, te Corentin. poser, parce qu'on parle français ici. Comment est-ce que tu t'es couché après? Alors, je vais... Pas quelle tenue. Surtout qu'en général, je Oui. n'emporte pas, Oui. Ah. mais... c'est pas le plus important. Non, mais c'est plus agréable, je trouve, pour dormir. Je suis d'accord, hein, tout à fait, mais c'est pas le débat. Donc la route. Parce que dans la route, faut s'habiller. Dans le film, on a froid. Donc Oui. faut s'habiller.
Merci d'avoir précisé. Donc, Mais alors, comment est-ce que tu t'es couché? Je vais d'abord, justement, avant de venir à ce point-là, t'expliquer quel était le contexte de mon visionnage. Parce que du coup, je l'ai regardé assez tard. Il était minuit, et vu qu'il y a des gens qui dorment aussi dans l'appartement, j'étais en train de jongler entre le volume, Le mixage, musique. le mixage. Et c'est vrai que alors du coup on a toujours ce problème-là dans les films. Alors là pour le coup c'est quand même un film dans lequel les personnages ont tendance à parler tout bas, à chuchoter Il y a parfois. une grosse dynamique, ouais. Et donc je galérais. Donc si tu veux, ça me coupait parfois un peu du film. En plus, j'étais incapable, et là tu vas te foutre dans la gueule de ma technique, mais de mettre en place mes sous-titres. Et je suis pas quelqu'un de fluent, tu vois, de très bilingue. Est-ce que tu l'as regardé en VO? Je l'ai regardé en VO, ouais. Et donc, j'ai sûrement loupé des dialogues. Et je pense que ça a dû me sortir un petit peu. Et c'est dommage parce que je venais de finir le bouquin. Hein. Vraiment, je vais être Oui, honnête. donc t'avais quand même complètement le contexte. Enfin, c'est pas Heureusement le que souci. j'avais le bouquin, je pense, c'est sûr. Mais donc du coup, ouais, c'était dans des conditions où j'étais pas du tout à fond dedans, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et donc je me suis pas couché d'une manière très... particulière, quoi. Voilà, parce qu'en plus, pour être honnête, j'ai largement préféré le bouquin au film. Tu nous as dit exactement l'inverse au début du podcast. Non, j'ai largement préféré le bouquin au film. Non, tu nous as dit j'ai préféré le film au bouquin. T'es sérieux? Oui. Oh non! Mais non, je suis pas certain. Oh bah, mea culpa. Donc tu t'es trompé. Je me suis carrément trompé. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens préfèrent effectivement le bouquin au film. Non, le film. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, mais et pour moi, au début d'épisode, j'ai dit bah moi aussi, quoi. Enfin, je préfère le bouquin au film. Non. Mais oui, Si, vas-y, ah, ok. je t'en prie. Ah bah je suis vraiment désolé. Alors, moi je me trompe, mais peu importe. Oui, Ou peut- donc t'as bon préféré- bref, j'ai bouquin préféré au le livre au bouquin. Déjà, je l'expliquais tout à l'heure, du coup, mais en disant l'inverse. T'as préféré le livre au bouquin, donc. On s'enfonce. Voilà, Damien est parti, on s'enfonce. Hein. Là, ça nous a sorti trop de magie là. Oui, donc tu préfères le livre au film. Je préfère le livre au film parce que dans le livre justement on a toute cette comment dirais-je, cette dynamique qui joue entre ces moments très lents, contemplatifs, ça galère pour trouver de la bouffe, mais pendant des jours ça mange pas, etc. Et tu sens que ils sont au bout. Et évidemment, dans un film qui dure déjà quand même 2 heures, c'est difficile de pouvoir montrer tout ça, faire ressentir cette dynamique. Le problème dans le film aussi, je trouve, c'est qu'en fait, il a voulu mettre tous les éléments marquants Ouais, y a pas du de coupe. bouquin. Et donc du coup, moi qui ai eu le livre et qui ai eu justement ces sensations-là, je les ai moins eues puisque j'ai l'impression que ça allait trop vite en termes d'éléments scénaristiques et que même justement parfois j'aurais plus souhaité des couples, Des coupes. des couples. C'est vrai que ça manque un peu de couple ce film. Bah oui. Vu que les gens sont morts, c'est plus compliqué quoi. Bah ouais, et puis là c'est un père et son fils quand même. Ouais, l'apocalypse. Ça part loin. Ah ouais. Ça part très loin. Alors Nicolas et Corentin, les survivalistes. Voilà, exactement. Non, mais pour le coup, je vois ce que tu veux dire dans ce sens-là. Après, moi, je l'ai regardé donc un soir avec ma copine et elle était assez stressée d'ailleurs. Ah ouais. C'est... Du film du coup. Qui Ouais. était, Il y a eu un je cite. Je regarderai jamais ce genre de film si c'était pas, enfin si je l'avais pas mis quoi, en gros. D'accord, ok. Voilà. Moi, je me suis couché bien en badant quoi. Ah ouais. J'étais bien Genre en en badant plus sur la façon, plus sur l'aspect psychologique et D'accord. dans le sens où alors il chasse quelque chose qui n'existe, enfin pas qui n'existe pas, il chasse rien en fait. Il chasse une direction, on va vers le sud et vers la côte. Pourquoi on ne sait pas. Il faut continuer à porter le feu. Le feu intérieur, dont le personnage parle, mais alors, même eux n'y croient pas. Et justement, avoir le film et lire le livre, j'ai eu différentes lectures et je n'en suis absolument pas certain, mais pour moi, il y a un truc qui est hyper dommage, c'est que tu sais, bon, gros spoil à nouveau, mais bon, oui. voilà, à la fin du film, tu te rappelles, il se fait, ils sont dans une ville et il se fait tirer dessus par une flèche. Oui.
Pas par un mec, par par une un flèche. mec qui Enfin, par avec un une mec et un flèche. canard. Et donc, bon, bah, évidemment, ça fait mal. Mais, Ouch. mais il laisse le gamin dans la rue et Il va le buter. oui. il va le buter. Et en fait, donc c'est vrai qu'il est déjà mort, en fait, quand il vérifie qu'il est bien mort. Donc il retourne avec son enfant. Et puis dans le film, limite, tu vois, cette séquence, je me dis, mais pourquoi elle est là? C'est juste un moment où il se fait tirer dessus par un arc. Mm. Et pour moi, c'était pas justifié, alors que dans le bouquin, justement, après, il y a une discussion entre le père et le fils, et le fils lui demande est-ce que tu l'as tué? Et le père, dans le bouquin, lui dit non, il est vivant. Mm. Et justement, à ce moment-là, tu comprends pourquoi le père, plus tard, va pouvoir décéder, mourir, quoi, Oui. avec justement son arc de personnage clôturé. Parce que dans le film, j'ai pas trouvé. Parce qu'effectivement, dans tout le bouquin, tu vois, il y a cette notion de gentil, enfin de gentil méchant, quoi, qui justement est très nuancée, et que du coup, le père, petit à petit, est encore peut-être un petit peu dans le passé avec sa femme. Et donc après, pour moi justement, la fin, c'est trop cool parce que du coup, le fils porte en lui le feu, l'envie d'être bon, et du coup, se retrouve avec des gens comme ça, quoi. Ah, c'est ça, comme ça que t'as lu le livre. Enfin, que t'as les... Bah, les c'est- deux, du coup, mais ouais, Ouais. j'ai plus comme ça, je pense. Ok, parce que moi, tu vois, la fin. Donc, à la fin, le personnage, l'homme, le père meurt. Parce que, enfin, on le voyait venir. Enfin, il s'est Ouais. fait tirer dessus. Puis Il a affamé, il a plus d'espoir. Il est. Puis il y a un truc aussi qui est présent dans le bouquin, c'est que l'air, plusieurs fois dans le bouquin, on en fait référence, c'est comme s'il y avait un truc chimique dans l'air. Ouais, c'est peut-être une catastrophe Ouais, peut-être. Enfin, atomique, quoi. Enfin, voilà, un on truc, ne sait pas, mais effectivement, nucléaire. du coup, a priori, c'est aussi le fait de respirer l'air et que, bah, effectivement, comme tu dis, il en a vu des vertes et des pas mûres, donc évidemment, on Ouais, le sentait venir, quoi. il finit par mourir et sur la plage. Et le fils, un jour plus tard, d'ailleurs, le père lui dit ne fais confiance à personne, ne prends pas de chance. Il dit don't take chances, any chances, ne prends aucun risque, en gros. Et le fils, un jour plus tard, part avec une autre famille qu'il a croisée sur la plage. Ouais, mais parce que justement, tout le long du roman, Ils sont suivis. ouais, mais c'est aussi le fils, à chaque fois, il veut. Au tout début, donner de la bouffe aux vagabonds. Oui, il voit un petit, il faut le sauver, Oui, le petit. il est con, quoi. Bah, du coup, Mais il est dans le positif. voilà. Oui. Et je trouve qu'un petit peu d'optimisme dans ce monde, ça fait du bien. Ça tu fait vois. bien, merde, putain. Non, mais effectivement, et Et le fait que le père, à chaque fois, l'empêche, lui dit, mais parce qu'il est protecteur, et c'est parce qu'il enfin, veut survivre. il veut survivre aussi, ouais. Il l'en empêche, et du coup, peut-être que c'est un fardeau en moins pour le fils, parce que je trouve qu'à la fin du bouquin, tu sens vraiment que c'est lourd pour le fils et que les deux ne s'entendent plus aussi bien qu'avant. D'accord. Et que peut-être que du coup, le fils va pouvoir suivre sa voie à C'est lui. vrai quoi. que la relation change pas vraiment dans le film, puisque finalement, enfin, c'est quand même un rapport assez autoritaire entre le père et le fils. Mm. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que la famille qui récupère le fils à la fin va le manger? Bah, j'espère pas. En plus, il y a un joli chien. Alors lui, il m'a inspiré la confiance. Ouais. C'est fou dans le film. Je suis putain, un chien, putain, Il y a un c'est chien. familial et tout. Non, Et mais c'est vrai que c'est assez familial, puis surtout qu'on voit pas d'autres animaux en plus, ouais. du film, quoi. Moi, je pense que j'ai espoir. Ok, parce que pour le coup, si on y pense, alors il y a une séquence dans le film où finalement il trouve à côté d'une maison un souterrain, enfin un bunker rempli de nourriture, parce que les gens qui vivaient là étaient un peu étaient survivalistes, avaient fait des réserves, etc. Donc il y a sûrement des mois ou plusieurs années peut-être de nourriture et de confort, entre guillemets. Et ils partent parce que le père devient un peu parano, parce qu'ils ont entendu des bruits la nuit, des gens qui marchaient au-dessus, et le fils dit il y a un chien, ou ils ont entendu le chien, et le fils dit il y a un chien, et le père dit s'il y a un chien, il doit être avec des gens. Donc c'est plus safe, donc on s'en va. Donc je me dis que donc c'est la même famille en fait qui recueille le fils à la fin qui les a suivis pendant tout le film, et donc qui fait ces bruits-là. Donc si le père est mort dans le film, c'est un peu la faute de la famille qui les a suivis, qui les a fait partir du bunker sécurisé Ouais, mais avec la bouffe. en même temps, tu vois, le bunker sécurisé, là, en vrai, bah, dans le livre, vu qu'il galère à fond et d'un coup ça tombe dessus, là, tu vois vraiment comme un cadeau. Mais là, au final, j'ai trouvé que, bah, limite, vous n'en aviez pas besoin, quoi. Et de toute manière,
Ok, ça te permet de survivre longtemps. Là, je te parle comme si j'étais vraiment en Mais mode. ce qui est intéressant, on va y aller dedans. Ouais. Et je sais pas si je resterais hyper longtemps. Alors peut-être effectivement pour gagner en santé. En santé, ouais, pour me reposer, etc. Et être bien pendant quelques jours. Mais à quoi bon rester de toute manière dans un bunker qui, de toute manière, on vous rappelle l'effondrement, l'épisode de la maison de retraite, qu'à un moment donné, de toute façon, tes ressources, ok, Voilà, t'es bien, c'est ça. t'es installé, mais c'est aussi, ça expose un problème, puisqu'en fait, on a une abondance de vivre à cet endroit-là, alors que partout ailleurs, le monde meurt, le monde est en train de mourir, les arbres tombent, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de possibilité de manger dans le futur. Bah alors, tu disais ça tout à l'heure, et effectivement, j'ai tiqué parce que tu as complètement raison. C'est dit plusieurs fois dans le bouquin qu'effectivement, les terres ne sont plus fertiles, quoi qu'il arrive. Cependant, dans le bouquin, à un moment donné, il y a une scène, et c'est justement après la séquence, tu sais, de la boucherie dans la maison, là. Les cannibaux. Ouais. Ouais, après les cannibaux, du coup, ils s'en vont dans un verger, et du coup, ils en peuvent plus, mais ils restent très longtemps ici. Et en fait, à un moment donné, il se lève et puis il trébuche sur des pommes. D'accord. Donc des pommes qui sont 9 ans par terre, je trouve ça quand même étonnant. Surtout pour les manger. Oui. Mais donc, pour le coup, c'est vrai que... Enfin, en tout cas, il n'y a pas cette séquence-là dans le livre. Ouais. Mais la question qui se pose, c'est même une fois que tu as des vivres dans un bunker, par exemple, tu peux vivre 2 ans, 10 ans. Cool. Mais après... Et le pire, c'est que tu pars de ça, on a une nuance d'espoir pour le fils, mais c'est retrouver des conserves d'autres personnes dans le reste du monde. Enfin, il y a un moment où ça dure peut-être une vie, tu vois. Enfin, ok. Mais disons que dans 50 ans, tout le monde est mort, quoi. Ouais. C'est ça qui est terrible dans le film. C'est terrible comme épisode du podcast aussi. Ah oui. Je réalisais pas. Mais c'est terrible dans le film, c'est que t'as... De toute façon, on nous présente rien, et porter le feu, ok, mais après cette génération-là, il n'y a pas moyen de pérenniser quoi que ce soit. Après, il y a aussi un truc... je me suis pas du tout attelé à ce genre de thème, hein, mais il y a quand même une question du divin, en tout cas dans le bouquin. Ok. Et peut-être que... Parce que moi, je me connais vraiment pas beaucoup dans la religion, ce genre de choses, donc peut-être qu'il y a une dimension aussi là-dedans. Hein, mais c'est clair que de toute manière, ça pose la question de... à quoi bon, finalement? Et c'est ce aussi pourquoi elle se suicide, la mère. La mère, oui. Et puis pour éviter aussi de connaître pire. Mais c'est vrai que dans ce genre de... Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? De toi, pouf, c'est la fin du monde, tu fais quoi? Justement, j'allais commencer avec le survivalisme. Donc, on a une petite notion de survivalisme quand même, puisqu'on tombe notamment sur ce bunker avec des gens qui se sont préparés, et de survie, donc après, dans le post-apocalyptique. Donc, le survivalisme. Un survivaliste, il se prépare et apprend des techniques de survie et des rudiments de notions médicales, stocke de la nourriture et des armes, et construit grossièrement, c'est une grosse définition, peut construire des abris ou des abris anti-atomiques, etc. Il apprend à se nourrir en milieu sauvage ou hostile. Ok, cool. Là, demain, le monde... il y a un effondrement, mais genre... plus comme sur la route ou The Walking Dead, c'est vraiment... D'un coup, il se passe un truc. Déjà, quelle est ta stratégie? Quels sont tes premiers moves, tu vois? Alors, déjà, l'idéal, ça serait de savoir ce qui se passe. Disons... Parce que tu vois, genre, admettons zombie, ou alors juste virus, ou alors, non, c'est catastrophe nucléaire, tu vois. Parce que selon, je pense que déjà, ta stratégie est différente. D'accord, disons que c'est un cas comme l'effondrement, dans le sens où... Tout part en steak. Tout part en steak, et les gens sont le danger. Ok, bah déjà, alors moi le problème que j'aurais, je pense, c'est le côté, mais que je pense que tout le monde aurait ce problème-là, en tout cas ceux qui ont la chance d'être entourés de famille et d'amis, c'est de toute façon tu vas pas pouvoir partir avec tout le monde. Qui tu laisses, à qui tu as envie de dire au revoir, parce que ça peut très bien se jouer, ça. Bah, je vous dis au revoir, et puis moi je pars de mon côté, etc. Tu vois, toutes ces questions-là, est-ce que tu choisis ta famille, etc. Est-ce que tu restes avec les proches? Donc déjà, est-ce que... J'ai fait un rêve de ça, mec, attends. Vas-y. Ça me rappelle ça, que du coup, je faisais un adieu
à mes parents, quoi. On savait que... Mais de c'est toute façon- super triste, Nico. C'est sûr, mais non, mais c'était horrible ce rêve. En plus, c'est parti en... Alors, attends, ton premier move, du coup, tu Mon fais quoi? Tu pars avec qui? Déjà, je pense si c'est anticipable, Ouais. un peu comme, tu sais, l'effondrement, je pense que déjà, j'en ai parlé à mes parents donc ou mes amis, et je sais direct un peu ce qu'ils comptaient faire et ce que moi je compte faire, etc. Donc, pour dire au revoir, ce genre de choses. Mais l'idée, moi, c'est... je pars avec des gens que j'aime. Mais, de confiance, mais avec aussi cette envie de reconstruire des choses viables, si tu veux. Mais tu te diriges où au début? En vrai, il y a un bon move, mais je vais pas le dire au cas où ça se passe vraiment. En vrai, l'idée, je pense, c'est pourquoi pas d'aller près de la mer. Oui, c'était mon idée aussi. Ouais. Le but, c'est tu vas vers la mer. Alors par contre, il faut savoir naviguer. Moi, je sais naviguer, tu sais naviguer. Ouais, mais pas trop loin des côtes. D'accord. Non, mais ça il y a dépend un avec quel bateau super et move. tout. C'est effectivement, tu fais ton stock vers la mer. Et si tu réussis à choper un bateau, tu peux complètement vivre en faisant des points des allers-retours et en faisant des points de ravitaillement. C'est quand même moins dangereux que d'être à 100% sur le territoire. Ouais, surtout en plein milieu où du coup le jour où tu dois partir, c'est un peu plus compliqué, surtout que d'autant plus les gens ont déjà anticipé ce genre de truc. Donc tu as plus de chances de choper un bateau là tout de suite que... Exactement. Donc effectivement, le move, moi aussi, ce serait mon move de partir au bord de la mer. Mais si tu veux, on peut monter une petite équipe. Ah, une équipe de choc, de survivalisme. Ah putain, ça va être beau. On va faire des podcasts sur le bateau, ça va être... top. Mais non, mais les mecs, il faudrait manger là. Ouais, mais alors 2 secondes, parce qu'on est en train d'enregistrer. Alors, J+70. Et si tu devais garder avec toi un instrument, une série ou un film et un livre. Ok. J'ai fait tomber une gourde. C'était évident. Donc j'ai le droit de prendre ça me rappelle le sketch du coup de bloquer là. Ah, un seul truc. Je l'ai pas vu. Ouais, vas-y. Ok. Donc moi, voilà, c'est la fin du monde. Je pars avec quoi entre... Ouais. J'ai le droit de prendre tout ça, mais un de chaque. Un de chaque. Ouais. Enfin, faut que ça aille dans ton sac à dos, quoi. Donc c'est un coffret DVD, un livre, un bouquin. Ouais, mais du coup, faut que je prenne une télé et tout. C'est chaud, mec. J'avoue. Non, t'as ta tablette. Ouais. T'as une tablette. Et puis j'ai même un... Peu importe, disons que sur ton île, t'as l'électricité parce que tu pédales. Ok. Alors, en vrai, déjà, en instrument, je prendrais une guitare. Parce que j'aime bien la guitare. Ouais, mais alors, justement, je vais te contrer avec la guitare, c'est vachement encombrant. C'est vachement encombrant, mais déjà, je sais jouer de la guitare, parce que sinon, je sais jouer de la basse, mais bon, faudrait un ampli, parce que je suis pas trop fan de la basse acoustique. Non, mais t'as le temps d'apprendre. Hein. De quoi? Ah oui, un ouais. Instrument. Tu vois? Et ben à la limite, du violon. Ah, du violon. Ouais, parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes. Ok. Donc je sais pas, je me sens... Bon bref, non mais je prendrais guitare parce que ça me rappelle aussi un jeu dont on parlera sûrement tout à l'heure. Après en roman, Jules Verne. Ok. Jules Verne pour l'aventure, pour me donner peut-être... Un brin d'espoir. Ouais, c'est ça, parce que justement la question, moi qui me poserais question... ce qui m'interrogerait, finalement c'est, ok j'ai de la bouffe et tout, je peux survivre, mais je fous quoi de ma vie quoi? Non ouais. Est-ce que c'est pas la question qu'on se déjà pose tous déjà? Déjà là tout de suite, tu vois, mais alors plus tard. Non, mais. Et alors, niveau série ou le film? Niveau série et film, là, franchement, je pourrais pas te dire du tout. Je peux réfléchir, mais ça viendra pas. Alors, je vais te partager les miens. Ouais. Je pense que je prendrais une flûte traversière, un truc comme ça, parce que c'est léger, parce que c'est petit, parce que ça se transporte et que c'est joli. Et que, bon, je sais pas en jouer, mais je pense que j'ai le temps d'apprendre. Mmh. Donc l'aspect, tu sais, transport, quoi. Ah ouais. Je prendrais l'intégrale du Seigneur des Anneaux, parce que je les ai jamais lus, mais que c'est un sacré bouquin, donc t'en as pour un moment. Ouais. Et je pense que je prendrais genre un coffret, un truc, justement sur la post-apo, à la fois pour me marrer, pour voir ce qui se passe et ce qui se passe pas, et aussi pour apprendre des techniques. Ouais, bah écoute, alors... Je me permets de caser ça là. Moi, je suis une page, je follow, puisque je suis un être humain, qui justement parle de techniques de survie. Alors, c'est une page Instagram, c'est une page Facebook peut-être aussi, et ça doit être un site internet.
et ça s'appelle tout simplement survivaliste.com sûrement. J'ai un doute, mais on mettra le lien en description. D'accord. Mais il est super cool parce que de temps en temps, par exemple, tu es sur ton fil Instagram, tu regardes des photos, et d'un coup, justement, tu as une technique pour couper un arbre. Parce que moi, on me donne une image, je n'ai sûrement pas la bonne technique pour couper un arbre. Mais il y en a une. Ouais, oui, c'est pas en biais. Faut pas En couper fait, en biais. tu fais. C'est vrai qu'en plus, on n'est même pas à l'image, donc ça va être un peu ça plus n'a rien à voir avec le film. Je te pose des questions de merde. non, mais pour construire un abri. Oui. Justement, ils t'apprennent aussi, ce qui compte, c'est aussi le sol. C'est pas forcément avoir. Parce qu'il faut être au sec. Oui. Donc, du coup, il faut aussi avoir un sol étanche. Sec, du coup. Donc, une bâche, c'est peut-être pas mal. Bah oui. Et justement, dans le livre de La Route, ils se baladent avec une bâche qu'ils mettent au-dessus. Et c'est beaucoup plus. Parce que dans le film, ils font quand même des campements. Tu vois, tu peux pas partir en 5 minutes, quoi. Ouais. Et justement, dans le livre, c'est vraiment limite, ils sont à même le sol avec la bâche au-dessus, mais ils la tiennent un peu comme quand t'es un enfant et t'as peur dans ton lit, quoi. Et donc, oui. En tout cas, voilà, c'est un site qui te donne des petits tips comme ça qui peut-être un jour. Et alors, dans le film, est-ce qu'ils appliquent des trucs comme ça? Alors, j'ai eu plus lancé, notamment pour filtrer l'eau. Ah, Filtrello, ok. Ouais. Donc ça, c'est dans le bouquin. Je suis pas sûr qu'on le voit. Ah si, on le voit dans le film peut-être. Je crois pas qu'on Non, le je voit crois dans le qu'on film, est mais passé dans le film, il est avec, on dirait un couvercle de poubelle, et Oui. du coup, il met de l'eau au fond et il fait l'eau. bouillir l'eau. Ouais. Effectivement. Pour boire. Pour boire, ouais. Oui. Et même pour faire des pâtes. Pour se faire un petit thé. Non, mais effectivement, pour qu'il y ait de l'eau. Donc il y a des techniques comme ça. Effectivement, leur campement, c'est plus du bois. Enfin, ils se font des petites cabanes, quoi. Ils se font plaisir. Mais ils trimballent aussi un espèce de chariot un peu partout qui a l'air très très lourd. Et je sais pas quel est vraiment l'intérêt de trimballer ce chariot, à part pour la bouffe après. Ah bah, si tu veux, la technique du coup un peu survivaliste là pour le coup qu'ils ont dans le bouquin que j'ai trouvé énorme parce que dès le début il te dit un peu comment ça va marcher. C'est-à-dire qu'en gros ils ont un caddie avec donc il y a des affaires quand même un petit peu de nostalgie tout ça avec alors qu'est-ce qu'ils doivent avoir, des bidons vides ou pas. Enfin ils ont tout un tas de trucs, des conserves évidemment pour que ça soit c'est quand même plus simple de les transporter du coup, en caddie, parce que c'est un caddie. Au début, c'est un caddie. Et ensuite, ils ont aussi chacun un sac à dos avec tu vois, une boîte de conserve chacun ou deux, avec le rudiment, le matériel nécessaire minimum pour au cas où justement tu croises des cannibaux. Je suis content de mon expression après. Ouais, mais ouais, carrément. Et je sais pas, il y a un petit côté. C'est sympa. Ça sonne bien. Ouais. Au cas où tu croises des gens. Tu croises des gens, tu balances ton caddie, tu cours, c'est bon, t'es juste avec ton sac à dos, et puis voilà quoi. C'est vrai qu'au niveau technique survivaliste, dans ce film, il y a. Alors, peut-être qu'on va me taper dessus parce que le survivalisme, c'est la préparation avant. Et pas forcément la vie après, je ne sais pas. En tout cas, niveau technique de survie, il y a des choses qui m'interrogent, notamment sur le fait de trimballer un gamin. Non, parce que lui, il est pas du tout survie. Hein. Il court après les autres enfants. Enfin, quand il en voit un, qu'il entend un chien. Il a envie de jouer. Ouais, il a envie de jouer, mais je crois qu'il a pas bien compris le problème là. Non, effectivement, on voit toutes les difficultés aussi de se balader avec un enfant en survie, puisque finalement, c'est faible. Ça porte pas beaucoup de trucs. Ça pose beaucoup de questions. Ça mange. Ça grandit, donc ça mange beaucoup. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, c'est son fils, il peut pas trop s'en débarrasser. Mais justement aussi, il me semble avoir lu que Viggo Mortensen, là, il voulait participer au projet, justement parce que la question, ok, il y a un truc contemplatif, ça peut être beau dans le film, mais la question, justement, quand tes parents regardaient ce film, ça doit être incroyable. Ah non, mais clairement, on n'est pas parents. Hein. je crois que c'était ça se voit déjà, je pense. mais oui, non, on peut pas savoir, mais je suppose que ça doit être horrible. Et justement, la question, peut-être quand tes parents, en tout cas ce que sous-entendait l'acteur principal, c'est je suis prêt à quoi pour le protéger, et est-ce que quand moi je serai plus là, je le sais en sécurité, capable, et c'est clair, hein. Et en l'occurrence, c'est tout le film, en fait, il le forme à survivre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus survivre. Avec le feu inside. Alors, cette série, je sais pas si ce film, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Au niveau de tes notes, je dis cette série parce qu'on
c'est quand même un thème qui est très proche de notre épisode précédent sur l'effondrement, même s'il est traité vraiment très différemment, hein, comme l'a dit Damien tout à l'heure. On est entre le réalisme sur l'effondrement et ici quelque chose de beaucoup plus hollywoodien, avec une production plus léchée au niveau image, et vraiment des plans réfléchis pour que ça soit vraiment de A à Z une fiction qui nous amène dans un autre monde et pas forcément dans notre monde, quoi. Alors, je vois Nico qui est en train de feuilleter son bouquin. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? En fait, voilà, moi pour résumer, en tout cas, c'est que c'était un très beau film, des très beaux plans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que par rapport au film, il y a beaucoup moins le temps d'explorer des pistes, que ça soit dans la construction des personnages ou même dans les événements scénaristiques, parce que bon, voilà, j'ai trouvé que il y a des choses qui auraient pu être là et d'autres pas. Bon voilà, après c'est comme ça, mais donc voilà, je pense que je conseille les deux en tout cas. Et si vous voulez faire les deux, lisez d'abord le bouquin. Ouais. De toute manière, si vous m'écoutez jusque-là, j'espère que vous avez lu le bouquin ou lu le livre. Non. Ou vu le film. Ou vu le film. Mais j'avais une phrase en fait qui est à la fin du bouquin, mais que j'ai trouvé très, très jolie, mais c'est pas la seule d'ailleurs, mais que j'aimerais vite fait lire. De toute façon, c'est très court, hein, mais c'est pour la contemplation. Au bout d'un moment, l'homme dit: je crois que ce n'est pas si mal, que c'est une assez belle histoire, que ça compte pour quelque chose. Voilà. Bad. Eh bien, moi, je vais ouvrir sur une autre œuvre, puisque maintenant on parle d'œuvre vidéoludique, une œuvre de jeu vidéo. Mais bien évidemment, je pense que vous l'avez entendu venir, ou vu venir si vous êtes sur YouTube. Et oui, je pense à nos spectateurs et nos auditeurs. Puisqu'il s'agit de The Last of Us, donc le dernier d'entre nous, un titre traduit français. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je pense pas. Peut-être au Québec. Bref. Donc The Last of Us, qui est une série de jeux vidéo, donc à la base sur PS3 à l'époque, qui a été remasterisée sur PS4 et dont le dernier épisode vient de sortir en juin 2020, que je suis actuellement en train de faire. Et c'est cool. Et c'est très cool. Et donc on suit, c'est même pas c'est un homme. On suit, en fait, c'est même pas sa fille. On suit vraiment un homme et une petite fille. Enfin, petite fille, une adolescente. Jeune adolescente de 13-14 ans dans le premier. Dans leur périple à travers l'Amérique. Donc là, c'est un monde où le monde est rempli d'infectés. Qui ont été... Alors, j'ai un petit pitch ici que j'ai récupéré pour ne pas dire de bêtises. Donc, ça se déroule dans un univers post-apocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon, le cordyceps. Ah, d'ailleurs, coronavirus. C'est inspiré d'un vrai champignon. Et je pense qu'on en a entendu parler. C'est celui qui zombifie les fourmis, notamment. Oui. Et ils en ont fait une drogue, d'ailleurs. Il y a une drogue qui... Enfin, bref. Ah ouais. Il y a eu des faits divers à Los Angeles. Sérieux, ok. Je savais pas du tout ça. C'est peut-être pas ça, hein, mais... Donc, le cordyceps qui prend le contrôle de ses hôtes humains. Donc, les deux personnages principaux, qui se nomment donc Joel, qui est l'homme, et Ellie, l'adolescente, doivent survivre ensemble alors qu'ils traversent des États-Unis en ruine. Et donc, dans ce jeu, dans le premier, donc, qui a été décrit comme un chef-d'œuvre par beaucoup de monde, qui est effectivement un chef-d'œuvre, on rencontre ce personnage et ce monde rempli de plein de types d'infectés. Donc, c'est plus des humains, quoi. C'est des zombies comme on peut les entendre dans le comportement, c'est-à-dire des êtres, des prédateurs. Oui. Voilà. Mais il y a plein de types de personnages et d'ennemis, forcément. Voilà, après c'est du gameplay aussi, bien sûr. Pour ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a autant de gameplay, d'intérêt dans le gameplay et dans les plateformes, dans le game design, dans les mystères, que dans l'histoire, le scénario et les cinématiques. C'est vraiment un jeu où on n'a pas envie de passer les cinématiques parce que c'est un film. Et même dans le premier qui était remasterisé, qui était sur PS3, c'est déjà très beau. Et là, dans le deuxième, encore plus. Enfin, forcément, on sent que la PS4 arrive. Enfin, c'est des jeux de fin d'exploitation de la console. C'est-à-dire qu'ils tirent vraiment chaque petite ressource au maximum et on met la galette dans la console, elle souffle instantanément. Directement, tu as un ventilateur géant dans ton appart, il fait... Est-ce que ça te sort du jeu du coup ? Au début, ouais. Après, j'ai mis le son plus fort. Non, mais voilà, le jeu est magnifique. Il fait 95 gigas.
c'est énorme. On a une galette, on a un disque d'installation qu'il faut mettre avant le disque de jeu, Ah carrément. oui, d'accord, ok. Mais enfin vraiment, moi je suis au milieu du deuxième, donc je peux pas vous dire Non. parler sur la fin, je vais rien spoiler. Mm. Mais ça vaut vraiment le coup si on a aimé le premier et si vous n'avez pas fait le premier, de faire le premier, parce que c'est une aventure qui est touchante autant dans les relations humaines que flippante dans des niveaux. Ah, c'est un truc. Moi, je me rappelle, je me faisais des sessions, notamment quand j'avais l'appartement pour moi tout seul le week-end. Je me dis, vas-y, je vais jouer mais 4 heures. Mais tu sais, dans mais le c'est soir, un jeu, t'es tu peux bien. pas jouer 30 minutes. Ah oui, non, ouais, non. Et puis, c'est un jeu, tu vois, j'aime pas y jouer quand il fait jour non plus, quoi. Ah oui, non, il faut Mm. se mettre dans le noir. Et Ouais, c'est vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est incroyable parce que, et c'est pour ça qu'on parle de ce jeu-là par rapport à la route, c'est qu'il y a vraiment aussi ce côté contemplatif, il y a des scènes, c'est incroyable. Non, il est beau, c'est poétique, c'est en même temps, comme tu dis, Il y a des trucs flippants aussi. Enfin, Ah ouais, je me rappelle d'un niveau, alors ça va parler à ceux qui l'ont fait, pas aux autres, désolé, d'un niveau notamment dans une cave où il faut rallumer l'électricité. Ah mec, oh, oui, oui, oui. Et il y a donc plein d'infectés partout, il y a des claqueurs un peu partout. Donc les claqueurs, ce sont des ennemis qui ne voient pas, qui sont aveugles, mais qui entendent et qui sont... Et qui font du bruit bizarre, enfin c'est voilà, super et badant, qui sont hein. vraiment super... super. D'ailleurs, j'ai un petit extrait sonore, peut-être que je mettrai juste ici. Si je ne l'ai pas mis, tant pis. Si je l'ai mis, tant mieux. Au niveau des claqueurs, donc on a plein d'ennemis d'un coup dans cette cave, on est enfermé, et il y a 3 générateurs allumés. Et c'est vraiment un gameplay qui revient assez régulièrement, mais là c'est vraiment un niveau où moi je me suis arrêté. Et j'ai fait ok, je ferai ça sur une prochaine session de jeu. Parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis, il fait beaucoup trop noir, et j'ai maintenant beaucoup trop de stress en moi. Non, mais... Donc il m'a fallu 2-3 sessions pour passer ce niveau de 20 en plus, minutes. il n'était pas évident. Ah en ouais, plus. c'est très difficile, ouais. Ouais, en plus, il était dur, mais comme tu dis, il y a des fois, tu mets pause, tu fais voilà, zut, la Ouais, gourde. Non mais le jeu te prend tellement C'est- au niveau des sentiments et au niveau du stress, et on est tellement impliqué avec les personnages que il y a des niveaux, même si en gameplay pur ils sont durs, mais pas si durs. Clairement, ce niveau il peut se passer haut la main si on n'est pas en ultra difficile et si on a un peu de jeu dans un jeu classique, si on a un peu dextérité. L'expérience, ouais. Mais là, le fait qu'il y ait un contexte aussi stressant, aussi émotionnel aussi, parce qu'on c'est nos amis en fait. Ah, mais grave, il y a vraiment une relation particulière entre les deux et je pense qu'il faut jouer au jeu pour vraiment se rendre compte à Oui. quel point ça a C'est ça. été. C'était vraiment traité en profondeur, quoi. C'était incroyable. Et en tout cas, bon, voilà, je recommande ce jeu qui m'a fait penser également forcément à la route, même si c'est Ouais. dans un genre qui est le même, mais qui est traité très différemment. Ouais. Il y a aussi cette relation de père-fils, père-fille en l'occurrence un Ouais. peu, qui évolue, et il essaye de la préparer. Et bon, je ne spoilerai pas le deuxième, je ne Ah non. spoilerai pas la fin du premier non plus. Non plus, ouais. Mais voilà, c'est un jeu à faire, et si vous ne l'avez pas fait, courez l'acheter. Ouais, Enfin, vraiment. surtout pour. En plus, là, je suis sûr qu'il est moins cher, en tout cas le premier. Ah oui. Et comment dire. Ce qu'il faut faire aussi dans ce genre de... Moi, je le fais très naturellement. Tu vois, par exemple, quand je joue même à GTA San Andreas, je ne passais jamais les cinématiques parce que, justement, avoir toutes ces informations supplémentaires sur les personnages, sur l'histoire et tout, c'est super parce qu'on est à fond. En tout cas, moi, ça me touche. Je suis à fond dans l'univers. Mais dans le genre comme dans tous les jeux, mais notamment The Last of Us, je n'ai pas joué encore aux deux, mais dès que tu explores, tu vas trouver des lettres, mais de personnages que tu suis même pas, mais qui Oui, existaient il y a avant vraiment l'effondrement. un environnement, quoi, un monde. Ouais, voilà, à partir de différentes techniques, que ça soit gameplay, dans l'écriture des personnages ou dans justement les ajouts en plus et tout, il crée un monde post-apocalyptique, pardon, mais très Complet. bien, ouais, très complet, quoi. Très touchant et Et voilà. nuancé, comme on pouvait le dire, c'est pas juste noir, c'est pas juste beau. Enfin, Il y a tout, un vrai quoi. travail de scénario là-dessus. C'est vrai qu'il est canon ce jeu. Et est-ce que tu as, Nicolas, une petite ouverture, ou ça t'a fait penser quelque chose en particulier, ou peut-être The Last of Us également? Alors moi je t'avoue, ouais, c'était aussi The Last of Us qui m'a effectivement. Alors moi j'ai commencé par jouer à The Last of Us. J'ai été
subjugué. Mais j'y ai joué 6 ans après sa sortie, je crois. Mais j'ai rien entendu de ce jeu. Je n'avais rien entendu de ce jeu, à part que c'était un super jeu, tu vois, même pas au-delà. Et à la fin, j'étais waouh, c'est fantastique. Et justement, vu que je suis très sensible au post-apo, je pense que vous l'aurez compris, voir la route, notamment avec cette relation père-fils, et ben, je trouvais ça super intéressant. Donc, je suis très content d'avoir vu et lu le bouquin aussi d'ailleurs. Ouais, également. Donc, tu conseilles la lecture du bouquin. Ah, mais faites tout. Jouez à The Last of Us, lisez le bouquin. Et pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas le temps, faites comme vous pouvez. mais si le bouquin d'abord. Là, on parle de la route, là, pardon. Ouais. Oui, le bouquin d'abord, je pense. Enfin, si vous aimez lire. Après, c'est vrai que c'est un livre qui se lit assez bien. Hein. C'est pas non plus un gros bouquin du tout. C'est 250 pages. C'est un livre de poche, donc ça se fait très bien. Hein. Et puis en plus, je t'avoue, après c'est une traduction bien sûr, mais j'ai appris pas mal de nouveaux mots et c'est assez surprenant parce que ça m'arrivait du coup de faire des poches. Bah tiens, c'est curieux. Tiens, alors le dictionnaire Larousse. C'est le petit Robert. Je ne connaissais pas. Non mais c'est le bouquin était non seulement l'histoire est incroyable, le rythme est super bien géré et en plus il y a un style d'écriture qui est quand même assez particulier, mais qui est bien pensé. Enfin, je veux dire, il est pas du tout gênant. Gênant. Enfin, franchement, bravo. Moi, ma recommandation, elle sera si vous êtes dépressif, si vous avez un petit moment de mou dans votre vie, vous vous posez des questions, c'est peut-être pas le film pour vous. Non, parce que on n'a pas envie de pousser les gens au suicide. Non, c'est sûr. Hein, voilà, c'est quelque chose. Faut savoir à quoi s'attendre. Voilà. Après, faut savoir comment le prendre. Après, si vous êtes bien, franchement, c'est top. Après, si vous êtes trop bien et que vous êtes complètement détaché, c'est un peu dommage. Oui. Mettez-vous dans le film. Alors, il faut vraiment appeler quelqu'un à qui vous êtes engueulé il y a pas longtemps, ou rouvrir un peu des vieilles blessures, et après, il faut se mettre dans le noir et regarder le film. Non, c'est un film qui vaut le coup d'être vu, je pense. Surtout qu'il n'a pas eu une grosse sortie à l'époque en 2009. Ouais, non, il y a une sortie assez limitée. Aux États-Unis et après dans d'autres pays. Il est sorti en France, mais alors de façon assez limitée aussi. Donc si vous avez l'occasion de le voir, sincèrement, ça vaut le coup pour les questions qu'il pose, je pense. Et ça contraste vraiment avec l'effondrement. La série donc de Canal+, dont on a parlé au dernier épisode. Et si vous pouvez voir les deux dans la même période, je pense que on peut tirer des choses de l'un, les appliquer à l'autre et se poser des questions entre les deux qui sont assez pertinentes et qui vous feront réfléchir sur votre façon de vivre aussi aujourd'hui et sur les rapports que vous avez avec les gens dans votre vie. Sur ce... Ouais, je ne sais pas quoi dire de plus, mais sur bravo, peut-être chouette. Qu'on peut vous dire... une bonne journée. Ouais, une très bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous Désolé écoutent. Pour le bad. Hein. Ouais, non, mais après, vous inquiétez pas. En plus, Damien, il va très bien, là. Oui, il est pas du tout dans ma cave. Allez, salut les amis. Et salut. Merci à toi, Corda. Merci. Hello les amis, juste un petit mot pour vous prévenir que la prochaine émission sera sur le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Alors si vous voulez suivre l'émission en ayant lu le bouquin, je vous conseille d'aller l'acheter. Une très bonne journée.